Nous commençons par une visite au musée vert. Il s'agit de l'exposition Minute Papillon. Je vous emmène découvrir les mystères des lépidoptères. Ça se passe à l'intérieur avec Philippe Meunier. C'est parti. Nous voici à l'intérieur de l'exposition avec Philippe Meunier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'assistant conservateur et puis spécialiste en entomologie. Oui, voilà. Je l'ai bien dit? C'est ça, l'entomologie, les insectes. Les insectes. Et puis on a eu la chance de croiser Philippe Corbin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur des maquettes que l'on voit juste derrière nous. Oui, tout à fait. On va pouvoir parler un petit peu tous les trois de l'exposition. Ça fait combien de temps qu'elle est présente déjà au musée vert? Elle est présente depuis le mois de septembre. Et donc elle va durer toute l'année, toute l'année scolaire jusqu'à fin juillet. Pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre en place cette exposition sur les papillons plus que sur une autre espèce? Alors donc le groupe des papillons au musée vert, on les présente parce qu'on a reçu différents dons. Un de Monsieur de la Paz, qui était un professeur à l'Université du Maine, et puis d'autres collectionneurs privés dont on a eu les collections. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de collections, donc c'était le moment de les valoriser, de les montrer au public sur un groupe animal qui certes est connu, mais le détail de leur vie reste quand même largement un mystère. On a une certaine richesse en Sarthe peut-être autour des papillons et des chenilles? Ah oui, on a dans les différents massifs forestiers, dans les landes, tous les milieux un petit peu sauvages et tranquilles, on a une diversité de papillons de jour et de nuit qui est quand même très intéressante. Alors on voit à l'image votre maquette Philippe, l'autre Philippe du coup. Donc on voit les trois étapes majeures de la naissance, les quatre? Oui, 4. Il y a une petite étape toute invisible mais qui est quand même majeure, c'est le petit œuf là. Ah, je n'avais pas... Collé sur les feuilles. Ouais. D'accord, donc 4 étapes. Minuscule, hein. L'œuf c'est vraiment minuscule. Même si ça donne un grand papillon, ça reste tout petit. Très bien. C'est quelle matière, Philippe, que vous avez utilisée pour réaliser les maquettes? Eh bien, en fait, j'utilise du polystyrène pour faire un grossi du corps, notamment là pour les papillons, et que j'enduis avec du plâtre, et par couches successives de plâtre pour réaliser en fait le modèle final. Donc, c'est comme ça que je procède. Combien de temps vous avez mis pour réaliser cette maquette? Une centaine d'heures à peu près. Et quand même, hein. Bon, j'imagine que c'est pas une centaine d'heures qu'il faut, Philippe, pour que la chenille devienne papillon. Est-ce que brièvement vous pouvez nous expliquer les 4 étapes du coup qui sont présentes sous nos yeux? Alors donc, je repars du début. Enfin, on peut toujours commencer n'importe où dans le cycle, évidemment. Donc il y a l'œuf va éclore tout simplement et il va sortir systématiquement une petite chenille. On peut l'appeler numéro 1 parce qu'elle sera avec sa peau numéro 1. Et chez les insectes, finalement, la chenille, c'est une forme larvaire, donc c'est une jeune. Et elle a un petit problème comme toutes les larves d'insectes, la peau ne grandit pas. Donc elle est un peu souple, mais elle ne grandit pas. Ce qui oblige la chenille, une fois qu'elle a mangé, plusieurs jours, plusieurs semaines, à changer de peau. Donc en fait, elle a une peau numéro 2. Elle mue, finalement. Ça fait penser un petit peu au serpent, mais bon, oui, c'est quand même un petit peu différent. En tout cas, elle mue, elle se retrouve avec une peau numéro 2. Et puis ça va continuer comme ça. Elle va manger, et puis elle va changer de peau. Elle va devenir numéro 3. Alors certaines chenilles s'arrêtent là, mais d'autres peuvent aller jusqu'à numéro 5. Et on obtient une chenille vraiment très grosse. Le poids peut être multiplié par des dizaines de milliers de fois entre le poids qu'elle pèse en sortant de l'œuf et juste avant de se transformer en 3e étape, la fameuse chrysalide, où on voit d'ailleurs les petits traits horizontaux sur son ventre, son abdomen. Et ça permet de distinguer quand même les chenilles qui deviennent chrysalides des chenilles qui, souvent, avant de devenir chrysalides, s'entourent dans du fil qu'on appelle cocon. Donc finalement, il y en a qui font des cocons, mais il y en a qui n'en font pas. Mais toujours avec chrysalide. Soit protégé avec le fil de cocon, soit pas protégé. Ça a une influence pour le papillon en devenir, ça, le cocon ou pas? Alors le cocon, c'est une bonne protection et certains papillons avec cocon peuvent attendre en chrysalide quelques années. Il y a des records. La processionnaire du pin, ça peut être jusqu'à 4 ans. Oh, il prend son temps celui-là. Oui. Alors, oui, c'est une forme de résistance. La chrysalide peut être une forme d'hibernation, par exemple. En tout cas, ça attend la période favorable. Et puis c'est là que se passe la métamorphose, c'est-à-dire... D'ailleurs, vous voyez, ça a rétréci entre la grosse chenille et la chrysalide. La chrysalide est moitié plus petite que la chenille, parce qu'il y a une telle réorganisation du corps, c'est très important. La chenille fait même une diarrhée à la fin pour se vidanger, puisqu'elle ne remangera jamais de feuilles. Puisque quand elle sera papillon, elle mangera au mieux du nectar, donc un liquide.
C'est impressionnant cette capacité à tout une changer. transformation, oui. Si vous voulez bien, on va commencer à faire un petit tour de l'exposition. Philippe Corbin, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et puis, bonne expo, vous faites le tour aussi? Comment? Vous faites le tour aussi de l'expo? Ah oui, oui, tout à fait. Vous Oui, devez oui. bien la connaître déjà. Je viens très souvent pour revoir. Merci beaucoup. Alors, ce qui frappe dès que l'on rentre dans la pièce, c'est toutes ces couleurs et le nombre des papillons, leur taille aussi. Oui, alors dans cette expo, il y a des papillons exotiques, c'est-à-dire d'autres continents et souvent plus chauds. Donc dès que c'est plus chaud, les papillons sont plus grands. Il y a des spécimens, en tout cas il y a des espèces plus grandes, avec des couleurs, alors bien sûr très, très vives, parce que dans ces régions-là, il y a beaucoup de lumière, donc la couleur va permettre ils vont pouvoir se repérer entre eux, ou au contraire se camoufler. Donc vous avez des séries de papillons avec du bleu, d'autres vont avoir des mélanges de vert, de noir, de marron, de blanc, enfin tout est possible, hein. Ils arrivent à faire quasiment toutes les couleurs, soit avec des pigments, ou alors avec des reflets, hein. Tout ce qui est violet et bleu, ce sont des reflets. Vous m'expliquiez qu'il y avait des histoires de mélatonine, de carotène, de mélanine. La mélatonine, c'est pour s'endormir. La mélanine et puis de bêta-carotène, tout ça. Oui, voilà, en fait, la chenille, quand elle mange les feuilles, elle récupère des pigments végétaux, donc le jaune provient de ces pigments-là. Ouais. Et puis, tout ce qui est marron, c'est la mélanine qu'on possède nous-mêmes, hein. Enfin, oui. C'est un pigment animal classique. Et puis le bleu, voilà, alors là, il n'y a aucune couleur, c'est un reflet, en fait. Oui. Donc c'est une sorte de petites écailles. C'est-à-dire, si on prend un microscope et qu'on regarde ses ailes, en fait, on voit des toutes petites tuiles, des petites écailles qui ressemblent à des tuiles sur un toit. Et certaines emprisonnent des petites couches d'air et ça fait un reflet. Ce sont des reflets, ouais. Voilà. Ça me fait penser à la citation « Vous êtes ce que vous mangez, comme ils deviennent jaunes ». Je vous propose de passer juste à côté. Là, on est plus sur des papillons de nuit, hein. Voilà, alors ce côté-là de l'exposition, c'est uniquement des papillons de nuit avec de très grandes espèces dont, bizarrement, le papillon ne se nourrit pas. L'adulte ne mange rien. C'est-à-dire c'est la chenille qui va beaucoup manger, qui va accumuler de la graisse, et ça donnera au papillon une autonomie de quelques jours plus tard, juste pour se reproduire. Alors comme ça doit aller très vite, vous voyez que les mâles ont des antennes en forme de plumes. Oui, en fait, juste en haut là. Et puis même le plus petit là, qui vit dans les Alpes. C'est très important parce que le mâle a une course contre la montre, c'est trouver une femelle, et la femelle, elle fabrique un parfum qui diffuse à plusieurs kilomètres. Donc le mâle, avec ses antennes spéciales, va détecter cette molécule et va voler vers elle en pleine nuit. Dans le noir total, il va la trouver. Grâce un peu à l'olfaction. Voilà. Alors ceux-là, ils sont quand même assez incroyables. De loin, moi, je pensais que c'était des sortes de frelons, mais vous me disiez que pas du tout. Eh bien, c'est le célèbre sphinx tête de mort, puisque sur son thorax, il a vaguement un dessin de crâne. Oui. Bon, c'est un pur hasard. Et en tout cas, celui-là, il a une trompe très courte. Donc lui, il se nourrit. Et d'habitude, les papillons en général, ils ont une trompe pour boire le nectar des fleurs. Mais lui, il ne peut pas, hein. Il a une toute petite trompe très dure. Donc lui, il va dans les ruches. Et il vole le miel aux abeilles, qui, elles, le piquent, évidemment. Mais il essaye de ressembler un peu à un frelon. En plus, il a à peu près la même voilà, un abdomen rayé, couleur. Jaune et marron. Donc c'est une adaptation. Et on en a en France, puisqu'il vit en Afrique du Nord. Et chaque printemps, une partie d'entre eux traverse la Méditerranée, arrive en France et pondent sur les feuilles de pommes de terre. D'accord. Alors là, vous avez ramené des spécimens vivants cette fois. Donc voilà, c'est un petit peu là. Il faut les retrouver. Voilà, ici. Donc ça, c'est une chenille, on va dire, elle est numéro 5. Elle va bientôt faire son cocon. Et juste à côté, je crois... Sa copine qui est juste là. Qui a beaucoup mangé. Alors là, vous voyez, il ne reste plus rien. Il y avait plein de feuilles, il n'y a plus rien. Au départ, c'était comme ça. Ouais. Maintenant, il n'y a plus rien. Bon appétit. Hein. À la toute fin, vous voyez, ça se cache. Et sous la feuille, là, vous avez le cocon en fil de soie. Et vous voyez que la chenille qui était bleu-vert donne un cocon jaune. Elle est à l'intérieur, là ou... Oui, elle est dedans. Enfin, dedans, vous avez la chrysalide marron de la maquette. En tout petit, en vrai, si vous voulez. Et ça donnera un papillon, lui-même marron foncé. Donc, il n'y a aucun lien de couleur entre la chenille, le cocon, le papillon. Les trois peuvent avoir des teintes différentes. Et même l'œuf peut encore être d'une teinte différente de la chenille et du papillon.
C'est incroyable cette Et capacité de l'œuf se peut être renouveler orange, comme ça. L'œuf peut être orange, la chenille verte, la chrysalide marron et le papillon jaune. Ça, c'est... Oui. Alors ces papillons-là, Philippe, vous me disiez qu'ils ont plus ou moins disparu en Sarthe. Oui, on ne les a pas retrouvés, donc on peut les considérer comme disparus. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ce sont des papillons sartois ou Les spécimens présentés viennent pas forcément de la Sarthe, pas tous en tout cas. Bon, on voit Parigny-l'Évêque, donc là c'est la Sarthe, Luché-Pringé. Bon, par contre, vous voyez, il y en a un, c'est marqué Bargemont dans le Var. on peut voyager sur Aujourd'hui, on a eu celui-ci, hein, le grand collier argenté, il y en a eu en Sarthe, mais maintenant, voilà, on va le trouver facilement dans le Var. Oui, après les espèces voyagent, on l'a vu juste avant avec les papillons d'ailleurs. Ouais. Puis, à côté des nouvelles arrivées, il y a quelques départs liés à l'activité humaine. Il faut quand même être clair que le changement, par exemple, d'arbres feuillus en résineux, c'est pas très bon. Tout ce qui est évidemment agriculture avec pulvérisation, voilà, ça va limiter les espèces. L'impact de l'homme en fait sur les papillons, en fait, sur leur développement. Voilà, ceux qui sont le plus spécialisés, le plus fragiles, le plus sensibles aux produits chimiques vont disparaître. Et puis d'autres vont être beaucoup plus tolérants et ils vont s'en sortir très bien. D'accord. Est-ce que les papillons entre eux peuvent avoir quelques rivalités aussi ? Alors, il peut toujours y avoir des rivalités s'il y a un manque de fleurs ou en tout cas de nourriture liquide, de nectar. Il n'y a pas de sorte de carnivorisme dans leur espèce ? Non, ils ne vont pas se battre entre eux, ils ne vont pas se tuer. Voilà. Ils peuvent se bousculer éventuellement autour d'une source de nourriture, mais ça s'arrête. Ils sont un peu plus civilisés que nous, en fait. Oui, en plus, ils n'ont pas dans leur corps des moyens d'attaque. Vous voyez, au pire, il y a un papillon de nuit en Amérique du Sud, il peut perdre ses écailles, et ses écailles sont urticantes. D'accord. C'est les chenilles, finalement, dont certaines peuvent être très, très urticantes. Alors, en parlant de prédateurs, on en voit quelques-uns à l'image, notamment des musaraignes. Qu'est-ce que l'on a ? Des mésanges ? Oui, voilà, c'est un panorama de tous les prédateurs, donc tous les animaux qui se nourrissent de chenilles ou alors de chrysalides ou de papillons. Donc on voit que ça fait vivre beaucoup de monde, surtout que là ce n'est qu'un échantillon de ceux qui s'en nourrissent. Alors après il y a des petites anecdotes partout, hein. Vous avez à droite cet oiseau-là, c'est le célèbre coucou, et lui il mange les chenilles poilues qui piquent bien. Mais lui, ça ne le gêne pas. Hein. Il avale tout avec les poils. Et dans son gésier, il va séparer les poils de la chair de chenille. Et il va recracher les poils. Téméraire, celui-là. Il est bien adapté à manger ce que nous, on ne peut même pas toucher. Oui. Parce que ça nous brûlerait la peau. Donc, par exemple, les processionnaires du pain, il est capable d'en manger. D'accord. C'est assez incroyable. Et puis après, au-delà des carnivores, il y a des parasitoïdes, par exemple, donc des sortes de guêpes, des cousines des guêpes qui pondent dans les chenilles, leurs œufs. Donc ça donne les larves carnivores qui sont dans la chenille et qui dévorent lentement la chenille jusqu'à la tuer. Donc ça, c'est utilisé dans l'agriculture biologique, d'ailleurs, pour limiter certains papillons qui mangeraient trop les cultures. D'accord. Juste à côté, on a une maquette assez impressionnante d'une chenille. Comment vous appelez ça déjà, les petits trous sur le côté là ? Ce sont des stigmates respiratoires parce que la tête de chenille n'a pas de nez. Donc pour respirer, ce sont 9 plus 9, donc 18 trous pour respirer. D'accord. Et les seules chenilles qu'il ne faut pas toucher, c'est celles qui sont velues et noires là, c'est ça, ou il y en a d'autres ? Alors oui, la chenille poilue, elle peut être urticante. Hein. Pas toujours. Il faut éviter d'y toucher. Voilà. Ah, il y en a énormément là, des papillons. Ils sont vraiment tout petits certains. Alors oui, là c'est vraiment des espèces locales, quasiment. Sauf ceux-là qui sont de montagne, mais ça on peut les trouver en Sarthe. Ouais. Donc il y a même des papillons de nuit colorés, ça existe. Après, vous avez... Les papillons qui mangent du bois, là vous m'en parliez tout à l'heure. Oui, alors ça existe. Hein. C'est vrai que la plupart des chenilles mangent des feuilles, mais certaines vont manger du bois tendre, certaines vont manger de la laine, hein, comme les mites. Les mites sont des papillons. Donc voilà, il y a quelques exceptions. Et on
va terminer avec ces papillons-là. C'est une collection qu'on vous a donnée? Alors c'est une collection qu'on a depuis toujours au musée, qui ont été récoltés dans les années 1880 à 1930. Donc c'est vraiment une ancienne collection et qui a une particularité, c'est qu'elle est très bien renseignée. C'est-à-dire qu'il y a des petites étiquettes en dessous avec la date et le lieu de capture. Ah oui, Donc, en fait, on les capture et ensuite, comment on fait pour les conserver comme ça? Alors il faut les étaler sur un petit appareil en bois. Et puis on colle du papier calque sur les ailes, enfin on pose simplement une sorte de papier calque sur les ailes pour bien appuyer, et on attend que ça sèche plusieurs jours. Ensuite on peut enlever, puisqu'on met une épingle au milieu du corps de l'insecte qui est mort. Hein. On ne le pique pas au moment où il est vivant, hein. On attend qu'il soit endormi complètement, et puis ils sont conservés. Donc là ça remonte à plus d'1 siècle. Très bien. Merci beaucoup Philippe. Mais de on va rien. rappeler peut-être les heures d'ouverture et jusqu'à quand l'exposition est visible. Hein. Alors l'exposition elle est visible jusqu'à fin juillet et on est ouvert du lundi au vendredi. Donc c'est 9h midi, 14h 18h et le dimanche après-midi 14h 18h aussi. D'accord. Petite visite guidée aussi avec vous, c'est possible hein, si les personnes qui nous regardent sont intéressées. Alors, s'il y a des groupes constitués, oui. Et puis aux vacances scolaires, je fais une visite grand public. Donc la prochaine aura lieu aux vacances de Pâques. Okay. Donc il faut appeler à l'accueil du musée pour plus de renseignements. Bon, bah c'est noté. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. Eh bien, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Allez, nous on reprend la route direction Courgenard. On change complètement de sujet. Je vous emmène découvrir le premier vide-grenier de l'année. C'est parti.